Alors, je dirige cet axe en collaboration avec le professeur Montastruc du service de pharmacologie du CHU de Toulouse. Qu'est-ce que la pharmacologie sociale? C'est la mesure du rapport bénéfice-risque d'un médicament dans la vraie vie. Alors, le premier objectif est la pharmacologie sociale, c'est-à-dire la détection d'événements indésirables plusieurs mois, voire plusieurs années après la mise sur le marché des médicaments. Cet objectif est rendu prioritaire par l'implication et les compétences fournies par nos collègues pharmacologues du CHU de Toulouse. Le deuxième objectif est la mesure de l'observance, c'est-à-dire dans quelle mesure les médicaments sont administrés à la bonne dose et à la bonne fréquence. Ceci, on le sait, conditionne l'efficacité de ces médicaments, par ailleurs fort coûteux, et dont on ne sait pas toujours quelles sont leurs traçabilités dans la vraie vie. Le troisième projet est le projet d'épidémiologie sociale, c'est-à-dire détecter les déterminants sociaux, à commencer par le niveau socio-éducatif, sur les conditions d'administration et l'efficacité des médicaments sur la base de l'hypothèse que on n'est pas égal non plus vis-à-vis de cet accès aux différentes molécules. Nous avons par ailleurs un projet visant à améliorer l'accompagnement de nos malades dans le parcours de soins, basé sur l'implication d'infirmières de coordination et la télémédecine. Nous avons enfin un projet étudiant les conditions de retour au travail de ces patients qui, je le rappelle quand même, pour la moitié sont des patients actifs et pour lesquels la maladie cancéreuse peut détériorer profondément non seulement le lien professionnel, mais également le lien social et donc les exclure en fait du système, de leur maillage vis-à-vis des familles ou de la société. Alors le parcours de soins et la trajectoire réalisée par le patient à partir du début de sa maladie, en général les prodromes, les premiers symptômes qui conditionnent le diagnostic, lequel est en général fait par le médecin traitant ou en tout cas soupçonné, puis il y a en général une biopsie, un prélèvement qui confirme la maladie cancéreuse et commence alors la phase initiale du traitement qui est inaugurée par la consultation d'annonce. Cette phase initiale de traitement est en général concrétisée par l'administration de chimiothérapie ou de radiothérapie ou de chirurgie, bref, de traitements agressifs et potentiellement dangereux, dont l'objectif est de faire disparaître la maladie. Alors, aujourd'hui, la plupart de ces patients répondent convenablement au traitement et ils rentrent dès lors dans ce que l'on appelle l'après-cancer, même si cette évolution, même si ce terme est assez ambigu et que cette évolution, en fait, conditionne deux types d'après-cancer. Le modèle guérison, dans lequel le malade, a priori, est à l'abri d'une rechute, ou au contraire, l'entrée dans une phase de maladie chronique, dans laquelle inexorablement l'évolution se fera de façon péjorative, mais après un temps très prolongé, avec des accès d'accélération de la maladie et des contrôles. Et cette évolution chaotique est un des grands problèmes d'aujourd'hui, y compris depuis l'introduction de médicaments efficaces. Alors, les problématiques pendant la phase initiale de traitement sont, pour l'essentiel, la problématique de l'efficacité. Il faut arriver à contrôler la maladie, voire la faire disparaître, et également le problème de la sécurité des soins. J'en ai parlé tout à l'heure, du fait des effets secondaires. Donc, cette problématique, évidemment, est conditionnée par l'attention avec laquelle on va soigner le patient et le lien entre le patient et l'unité de soins, car n'oublions pas que l'extrême majorité du temps passé par le patient se fait au domicile ou en tout cas à l'extérieur de l'unité de soins. Donc, la vraie problématique de la phase active de traitement, c'est la nature du lien liant le patient ambulatoire avec l'unité de soins. Concernant l'après-cancer, les choses sont différentes. On est dans un tempo beaucoup plus lâche, dans lequel le problème de la sécurité se pose moins, mais il se pose par contre avec acuité le problème de la qualité de vie. Autant la qualité de vie pouvait être sacrifiée pendant la phase initiale de traitement, car elle est relativement courte, quelques semaines, quelques mois, tout au plus, autant pour l'après-cancer, par définition, il s'agit de plusieurs mois, plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. C'est le cas des cancers pédiatriques. Et dans ces conditions, on doit privilégier la qualité de vie.
Et il n'est pas sûr que tous les traitements se valent de ce point de vue-là. La deuxième problématique de l'après-cancer, c'est la coordination des soins entre le généraliste qui retrouve une place tout à fait centrale dans le suivi des patients et l'unité de soins, car il est bien rare que tout événement, qu'il soit physique, psychologique, social, n'ait pas quelque part à voir avec le passé thérapeutique de ce malade. Donc là encore, le mot coordination est un mot important. Donc les problématiques sont nombreuses, mais effectivement assez différentes selon qu'on fasse appel à la phase initiale ou à la phase de l'après-cancer. Alors sur l'accès aux médicaments, je ne dirais pas ça, on est quand même dans un système à la fois solidaire, dans un pays égalitaire, pour un système de couverture universelle, donc je dirais a priori pas. Par contre, il y a des facteurs d'inégalité de santé. Ceci est reconnu pour la plupart des pathologies et le cancer ne fait pas exception. Inégalité liée à l'âge, liée à la géographie, à la distance par rapport au centre de soins, et puis la culture, le milieu socio-éducatif évidemment, qui compte pour l'adhésion pleine et entière, y compris surtout par rapport à un traitement qui sont aujourd'hui quand même en plus des traitements compliqués, en tout cas à concevoir, sinon à appliquer. Donc ces facteurs d'inégalité, ils existent dans la littérature, ils ont été documentés dans beaucoup de pays, mais pas en France, ou pas trop en France, on va dire. Et pas dans notre région. C'est notre priorité. Donc notre priorité, d'abord, les recenser, sans tabou. Et je suis certain qu'on va en déterminer. Je suis non moins certain, c'est le deuxième point de Captor, ou l'objectif de Captor, qu'on peut les réduire. On peut les réduire à condition d'identifier les populations à risque de décrochage. Et ceci tout le long du parcours de soins, qui commence d'ailleurs, sur les temps passants, à la prévention, au dépistage et donc au diagnostic précoce, et bien sûr à l'observance pendant le traitement. Donc nous pouvons améliorer la situation par des interventions, c'est le mot consacré, de personnel soignant, de médecins, qui vont aller au-devant de ces sous-groupes pour les tirer vers le haut. Et je suis très optimiste sur l'évolution des choses. Alors oui, effectivement, le projet Captor a été évalué dans un ensemble. La région a profité vis-à-vis de ce projet d'une bienveillance de l'évaluation quant à sa recherche fondamentale, une bienveillance quant à l'évaluation de sa recherche clinique, qui à Toulouse est très forte, mais aussi d'une certaine façon de quelques initiatives qu'on pourrait qualifier finalement de préliminaires, mais encourageantes, qui consistent en particulier à gérer les patients à domicile par un système d'appel téléphonique préemptif, donc systématique, notamment pendant la phase active de traitement, avec une surveillance très attentive du patient venant de l'unité de soins. C'est-à-dire qu'on avait renversé en fait le lien traditionnel entre le malade et l'unité de soins, où, pour faire simple, quand le malade va pas bien, il appelle l'unité de soins, on va au médecin, et ce n'est pas le contraire qui se passe, ceci depuis sans doute que la médecine existe. Nous avions décidé de renverser la vapeur. Nous allions au malade. Donc dans cette perspective, nous avons développé à Toulouse les deux projets que l'on a appelés assistance des malades ambulatoires, les projets AMA, que l'on a déclinés en deux sous-projets, un projet AMA1 pour la phase active de traitement et le projet AMA-AC pour l'après-cancer. Une des particularités fonctionnelles de ces deux systèmes, c'est de mettre l'infirmière de coordination au centre du dispositif, en tout cas à partie égale avec le médecin généraliste ou l'oncologue. En d'autres termes, c'est bien elle qui appelle le malade pendant la phase active et qui coordonne ce qui va se passer pendant l'après-cancer.